On va donc passer maintenant à la partie FireEye. Donc on va parler de modern malware. Bon, est-ce que certains parmi vous ont déjà entendu parler de modern malware? Donc les nouveaux, les malwares modernes. Un petit peu tordu comme concept, mais il faut savoir que ça existe et on pourrait même dire que c'est ce qui est le plus dangereux. Alors, un malware, c'est pas un virus. Donc déjà, de ce côté-là, on est assez tranquille. C'est pas non plus un spyware. C'est pas un malware traditionnel comme vous le connaissez, puisque les malwares traditionnels, on les détecte. Ici, le modern malware, ce sont ce qu'on appelle des attaques ciblées. Donc c'est vous qu'on attaque, et avec personne d'autre. Donc l'idée du modern malware, ce n'est pas d'infecter les PC chez vous, et de dire voilà, j'ai réussi un exploit. L'idée du modern malware, c'est de vous infecter et de voler toutes les informations que l'on peut voler chez vous. Donc, ces informations peuvent être de plusieurs types. Il faut se dire que toute information sur Internet a une valeur. Après, tout dépend du niveau de valeur à laquelle on veut l'associer. On va voir dans la présentation, il y a quelques grands exemples qui mettent bien en valeur la problématique de ce type de malware et surtout d'attaque ciblée. Donc, c'est un peu ce qu'on reprend ce matin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attaques deviennent de plus en plus complexes, qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cybercriminalité, de cyberguerre également. C'est une réalité, c'est pas juste de la pub marketing ou quelques articles de presse, c'est une vraie réalité. Et on constate que, autant dans les années arrière, on faisait un petit verre, un virus, l'idée c'était vraiment, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de Nimda, donc un verre qui est parti d'Asie et qui a écroulé des dizaines de milliers de postes, de réseaux complets, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a couru comme des pompiers, on arrête les serveurs, on nettoie, on démarre. Donc au pire, une petite semaine d'arrêt de production, alors quand on produit l'électricité, c'est pénalisant. C'est hop, on coupe l'électricité pour tout le monde. Mais c'était plutôt ça. Donc, on a vu après les premiers types de malware arriver qu'on a appelés les spyware, ou les robots, les bots, qui là encore, hop, on volait de l'information, mais ça restait assez basique, puisqu'en fait, ici, ce qu'on cherchait à faire avec un spyware, c'était de voler un login et un mot de passe. Parce qu'on considérait, une fois qu'on a volé votre login et mot de passe, je peux me connecter sur votre compte. Ok? Puis on arrive sur des choses beaucoup plus avancées, beaucoup plus complexes, et plus dures à arrêter, qui sont ce qu'on appelle les modern malware, mais qu'on connaît aussi sous les noms de zero day. Donc zero day pour dire c'est inconnu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Quoi qu'il arrive, vous serez infecté. C'est inévitable, malheureusement, et c'est une réalité. Et tout ça, ça peut être complètement dynamique, ça peut être ce qu'on appelle les troyanes, donc on se fait infecter et c'est une porte ouverte chez vous. Ça peut être juste des petits bouts de logiciels qui font de l'extraction d'informations. Le malware peut être de plusieurs types. Il y a des réalités, on a des grands exemples. Par exemple ici, la Citibank qui s'est fait voler 21 millions de cartes de crédit. Ici on parle d'un établissement bancaire. Donc ces cartes de crédit ont été revendues. Combien de millions de dollars ont été volés? On n'en a aucune idée. Tout le monde utilise du flash. C'est beau un site en flash et tout animé. Aujourd'hui, pour pouvoir vous infecter, on va utiliser toutes ces nouvelles techniques, les flashs, etc. Et on va le programmer pour vous attaquer, vous, personnellement. Je vais programmer un malware pour vous attaquer. La problématique, c'est que quand je programme un malware, c'est arrêté par un moteur antivirus. Un moteur antivirus, comment est-ce qu'il arrête un malware? De manière très simple. J'analyse le fichier, je détecte un bout de code qui correspond à un malware. Maintenant, quand j'ai programmé un malware spécialement pour vous attaquer, il n'y a qu'à vous que je l'envoie. Personne d'autre le connaît.
C'est donc ce qu'on va appeler un zéro day, puisque aucun constructeur ou éditeur d'antivirus ne l'a vu passer avant. Donc je vous ai infecté. La problématique est pendant combien de temps vous allez mettre à vous rendre compte que vous avez été infecté. Il y en a, ils ont pris très cher, puisqu'on leur a volé leur algorithme de génération de mots de passe. Ce constructeur-là fournit des solutions de mots de passe dynamiques pour des millions d'utilisateurs. C'est dans la banque, c'est dans l'aérien, dans la recherche, dans les gouvernements, etc. Quel est l'impact? Quand est-ce qu'ils ont communiqué? Plusieurs mois après. Sony, tout le monde a entendu parler de Sony, du réseau des PlayStation. Hop, je mets mon numéro de carte bleue, je peux jouer en ligne avec ma PlayStation, etc. Ils ont arrêté le service pendant près d'un mois. Combien de millions de numéros de cartes bancaires, encore une fois, ont été volés? Ils ont mis combien de temps à s'en rendre compte? Quelque chose de plus récent et de plus proche. Donc ça, c'est un article qui date de cette année. C'est un article qui a été publié sur Sénéweb. Je ne sais pas si ça vous parle, le site Sénéweb. C'est un site sénégalais. Et ici, c'est un interview de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Et donc, il parle tout simplement de cybercriminalité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, tout simplement, il pointe les menaces potentielles. Et c'est surtout ce qu'il dit, c'est qu'on peut facilement voler des données sur l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest avec un minimum d'efforts. Ce n'est pas très complexe. Pourquoi? C'est exactement comme en Europe. Aujourd'hui, on n'est pas protégé pour ce type d'attaque. Il y a des outils aujourd'hui qui existent pour se protéger. Évidemment, tout n'a pas le même niveau de criticité chez les différents établissements, différentes entreprises, avec certains types d'informations. On dirait, si vous faites de la recherche et développement, vous développez des moteurs de voiture, si le concurrent vous vole vos plans, là c'est une perte sèche directe. Si vous êtes une banque, on voit les informations bancaires. Il y a 2 jours, je regardais, je ne sais pas si vous avez vu, un reportage sur le trading électronique, à très haute vitesse. Alors, pour moi, le trading, c'est du trading, hein, un peu inculte. Et là, ils vous disent, les banques font de la recherche et développement pour inventer des algorithmes de trading qui coûtent des millions de dollars. On se dit, bah tiens, ça devient intéressant. Donc aujourd'hui, on vole un algorithme, on va le vendre aux voisins, c'est quel est l'impact? C'est Sony. Ce qu'il faut comprendre avec le modèle malware, on a ici un petit exemple de clients qui ont été attaqués et qui ont été obligés de communiquer. Aujourd'hui en Europe, il y a des lois qui obligent les entreprises à communiquer, dire qu'on s'est fait attaquer. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'on voit ici, c'est des références, c'est des noms connus, mais en fait, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg, puisqu'on n'a pas vraiment notion de tout ce qui se passe derrière. Autre chose intéressante, c'est le directeur de l'ANSSI, donc qui est en fait en France l'association, c'est un organisme d'État qui est en charge de tout ce qui est les certifications sécurité, mais qui est également en charge de tous les niveaux de protection au niveau étatique. Ce qu'il nous dit, c'est la question n'est pas de savoir si une entreprise sera touchée, puisqu'on peut être touché. On a un très bel exemple. C'est Bercy, ministère des Finances, qui s'est fait attaquer en 2011, juste avant le G20. Qu'est-ce qu'ils ont cherché comme information? C'était des informations de la position française sur le G20. Ok? C'est quand est-ce que cette attaque va arriver, mais surtout, c'est combien de temps on va nous falloir pour la détecter. Hein, quand vous voyez sur l'article précédent, tout le monde est sensible. On a ici un gros exemple, un peu plus loin, mais c'est une réalité. Ici, ces différentes études et différents cas qu'on remarque, dans 97% des cas, les systèmes de sécurité mis en place ne sont pas suffisants par rapport à ce type d'attaque. Il faut bien comprendre que ce type d'attaque est une attaque ciblée. Ça veut dire que je vais faire quelque chose pour vous attaquer personnellement.
En 2010, Google, vol de données, c'est ce qu'on a appelé l'opération Aurora. On revient en arrière. Ce qu'on a appelé l'opération Aurora, il y a eu Night Dragon, il y a eu RSA, il y a eu les sites de l'EDF, les Anonymous qui ont cassé quelque chose, Free qui a été attaqué également par un autre qui on a volé tout le numéro de carte bleue. C'est une publication qu'ils ont faite, ils s'en sont rendus compte plusieurs mois après. Plus sympathique, le syndicat de la police en France également qui s'est fait attaquer. C'est des informations sur des policiers qui ont volé, qui ont été publiées au travers d'Internet. Ici, c'est des statistiques assez intéressantes à voir. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que les utilisateurs finaux, en moyenne, ont rencontré 339 malwares par mois contre 362 l'année en moyenne sur l'année. Cette année, en 2011, 20 000 hébergements malveillants ont mis en place. Aujourd'hui, une attaque par malware a un certain procédé, on va le voir, on va se servir de serveur web qu'on va hoster ou de domaine DNS, juste pour aller chercher le callback, avoir l'information. C'est complètement pirate et ça a un temps de vie compté en heures. C'est je vous infecte, vous venez chercher le petit verre qui va vous infecter. L'heure d'après, ce site n'existe plus, on ne peut pas le retrouver. Il est déjà transféré ailleurs. Okay. Au cours du dernier trimestre 2011, 33% des malwares sur Internet n'étaient pas détectables. Okay. Et ainsi de suite. Se protéger avec un pare-feu antivirus, etc., c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Attention, parfois, c'est pas pour dire que ce n'est pas suffisant, c'est aussi quelles sont les règles de sécurité, qu'est-ce que vous autorisez à faire. Je reprends mon exemple de ce matin avec l'application control. Est-ce que pour vous, il est logique d'autoriser en libre téléchargement des pièces jointes sur des comptes mail de Facebook, de Gmail, etc. Potentiellement, c'est par là qu'on va vous attaquer en premier. Si déjà vous avez commencé par bloquer ce type d'action, vous réduisez très fortement la probabilité qu'on vienne vous attaquer. Face à des malwares inconnus, on vous demande, c'est de la surveillance. Il y a des mécanismes, au lieu de mettre 6 mois à s'en rendre compte, on sera infecté. Il faut partir du principe que l'on va être infecté. Ce n'est pas grave. Il y a des mécanismes qui vont nous permettre de suspecter une activité illicite. Grâce à ces mécanismes-là, on va trouver ça et on va pouvoir se défendre. Ça, c'est un tableau très intéressant. C'est les top 5 des risques mondiaux en termes de probabilité. Donc c'est réalisé par le World Economic Forum, c'est de 2012. Ce qui est très intéressant ici, c'est que, voilà, il disait, voici les risques en premier, au niveau des entreprises, tout ce qu'il peut avoir. Et jusqu'à ici, jusqu'en 2012, quand on regarde, on peut parler de corruption, on peut parler d'ouragan, de tout ce qu'on veut. Et en 2012, ce qui est intéressant, arrivé directement en 4e position, les cyberattaques. Alors que jusqu'à présent, on n'a jamais parlé de cyberattaque, le risque informatique n'était pas quelque chose de potentiellement dangereux. Et là, on se retrouve directement dans le top 5. Quelques articles alors sur le Gartner. Donc évidemment, on vous présente FireEye, mais FireEye est vraiment le pionnier dans ce type de domaine de détection à avoir mis sur le marché une solution qui vous permet de détecter ces attaques par malware, malware dit en 0 day. Aujourd'hui, c'est encore l'un des seuls acteurs qui a vraiment une réponse globale à vous apporter par rapport à ça. On parle également, même au niveau du Gartner, de Secure Gateway. On n'est pas là pour remplacer les équipements que vous pouvez posséder aujourd'hui. On ne se met pas, on ne remplace rien. On est juste en complément. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à remettre en cause une infrastructure. Non, c'est juste de compléter par rapport aux nouvelles attaques, aux nouvelles choses qui se passent. Quelques malwares, les grands épisodes, 2000 I Love You, Nimda qui est arrivé après, Config-Cœur qui a paralysé beaucoup, et à partir de 2010, des choses beaucoup plus intéressantes, puisque là on parle de Stuxnet. Stuxnet, c'est un peu ce qui a réveillé la conscience générale, et l'Aurora qui est arrivé derrière. Stuxnet,
est un malware qui attaque le protocole SCADA. Alors, le protocole SCADA, c'est quoi? Pour les industriels de l'électricité, c'est très connu. Pour les autres, c'est moins. C'est tout simplement les protocoles qui permettent de gérer les centrales nucléaires, les centrales électriques, etc. Donc c'était une attaque qui était destinée à un certain pays. Et ce qui a réveillé conscience avec Stuxnet, c'est que Stuxnet, les experts estiment à peu près son projet de développement à 200 000 $. Alors la question, c'est qui peut mettre 200 000 $ pour développer ça? La question ne se pose pas trop, on imagine un peu qui est derrière ça. Donc l'idée, après il y a eu Aurora, on va voir un petit exemple d'infection avec Aurora. Évidemment, 2011 par rapport à tout ça, des ingénieurs se sont mis en place, on a vu les premières solutions avec FireEye arriver pour justement traiter ce type de choses. Alors évidemment, on rappellera par rapport au Gartner un peu ce qu'ils disent par rapport à ce phénomène de choses que, évidemment, aujourd'hui, les traditionnels sont très bien, mais il faut compléter pour pouvoir aller plus loin dans la recherche, puisque ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, un modèle malware est capable de bypasser vos protections, parce qu'il peut être de plusieurs types. Il peut être bien évidemment en 0D, on peut le cacher derrière un JavaScript, il peut être polymorphe, tout simplement je peux en mettre des bouts un peu partout sur chaque site, sur différents sites, où vous allez faire plusieurs téléchargements et on ne peut pas le détecter. On travaille sur des domaines dynamiques, donc on s'adresse, je demande une query sur un domaine qui n'existe pas ou qui a un temps de vie de moins d'1 heure. Je vais retourner la query DNS, voici ce que tu as demandé. Mais dans la réponse, je vais rajouter un morceau du fichier qui va permettre au malware de venir se compléter et de se mettre en action. Je peux également le chiffrer dans des communications, donc dès que c'est chiffré, je ne peux plus rien voir. Je peux également pirater certains sites, tout à fait officiels, tout à fait légitimes, et à l'intérieur de ces sites, non pas dire je l'ai attaqué, j'ai changé la page, tout ce que je vais faire, c'est rajouter des petits bouts de code qui vont me permettre d'infecter certaines personnes. Ça peut être, et tout commence par là, il n'y a pas de secret, c'est du social engineering. Une attaque ciblée, ça commence par du social engineering. Allons. Donc, pour être proactif et en temps réel, vous avez plusieurs niveaux de protection. Vous avez les niveaux de protection traditionnels, firewall nouvelle génération, IPS, gateway d'accès Internet, antivirus. On va arrêter et on va bien arrêter et contrôler tout ce qui est connu. Par contre, tout ce qui est inconnu, on va pouvoir compléter avec d'autres types de solutions pour aller chercher ce niveau de sécurité additionnel que l'on cherche. Exemple ici de ce qu'on met en valeur, c'est en général un firewall, ça arrête quoi? Ça arrête port scanning, etc. L'IPS en arrête un peu plus. Tout ce qui peut être surveillant analyse du web, ça en arrête un peu plus. Par contre, certaines parties qui sont les nouvelles vont complètement passer. On peut, grâce à FireEye, venir compléter ce niveau de protection et tout simplement, entre ces deux parties-là, ajouter des équipements FireEye qui viennent tout simplement protéger cette fois-ci nos utilisateurs et notre environnement. Ici, c'est quelque chose qui a été fourni par l'NSS Labs et qui nous donne à peu près les niveaux de malware et d'exploits qui sont bloqués par les acteurs un peu traditionnels et tout simplement également le pourcentage de processus. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout ce qui est des cybercriminels, entre 10 et 45% de chances de passer au travers de votre antivirus. Donc on arrive vraiment sur des personnes, c'est leur métier. Les criminels, entre 25 et 97% de compromettre votre machine en utilisant des exploits. Et ainsi de suite. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une probabilité d'être attaqué. Ce sont des attaques ciblées. On cherche quelque chose de particulier. On ne fait pas ça à grande échelle. Comment on peut vous infecter? De plusieurs manières. On va utiliser les outils modernes. Du flash, on va s'appuyer sur des failles au niveau Internet Explorer, PetitTunes, Firefox, ça peut être Microsoft, du PDF, etc. On va utiliser les failles de vulnérabilité où on va insérer des exploits à l'intérieur de ce type de document pour pouvoir vous attaquer.
Ici, on a un exemple, donc c'est le temps de vie d'un malware et comment il fonctionne. On va repérer la personne que l'on cherche à attaquer. Donc une fois qu'on l'a repéré, qu'est-ce qu'on va faire? On va compromettre un site et on va faire en sorte que cette personne vienne se connecter sur ce site. Une fois qu'elle s'est connectée, elle va descendre un petit bout de code qui est un exploit, mais qui n'est pas encore complet. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça, c'est la phase 1. Une fois qu'il a récupéré ce bout de code, celui-là va se déployer, et une fois que c'est fait, il va aller se connecter sur ce qu'on appelle un serveur de rappel. Et c'est une fois sur ce serveur de rappel qu'on va vraiment charger tout ce que l'on veut à l'intérieur de la machine de la personne. Donc là, je peux uniquement récupérer des données, comme je peux envoyer des outils pour faire de la prise de main à distance. Et donc là, je suis maintenant dans le réseau. Pour pouvoir être sûr de passer, certaines fois, qu'est-ce que je peux faire? Simplement, je peux chiffrer ce canal-là. Si ce canal-là est chiffré, vous ne voyez rien. Comment au niveau FireEye, on va pouvoir vous protéger? On va pouvoir vous protéger au niveau soit de l'email, soit du web. Par exemple, j'envoie un mail. Dans le mail, qu'est-ce que je vais faire? Dans le mail, je vais mettre une URL. Donc l'utilisateur va avoir une URL, il va cliquer dessus et il va tenter d'aller se connecter sur mon serveur comme tout à l'heure. Donc, une fois qu'il va aller se connecter sur le serveur, il rapatrie. Ce qui va se passer, c'est que moi j'ai un équipement pour le mail et un équipement pour le web. Mon équipement pour le mail, lui va voir les mails passés, il va voir des URL. Il va dire, ah tiens, c'est l'URL, je la prends, je l'extrais, je l'envoie à mon autre équipement qui ne traite que du web. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller se connecter directement sur le site. Il va simuler une action humaine pour récupérer l'URL. Donc il va télécharger ce que l'utilisateur est censé télécharger, puis l'analyser. Une fois que c'est fait, comment ça fonctionne? Au niveau d'un équipement FireEye, vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle des machines virtuelles. Par contre, ce n'est pas du VMware, ce n'est pas du ceci, c'est quelque chose développé par FireEye. Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le niveau et la maturité de malware leur permet de détecter s'ils sont dans un environnement virtuel ou pas. S'ils sont dans un environnement virtuel, ils se mettent en silence. Donc ils se font passer pour quelque chose d'inoffensif. Donc ils vont détecter est-ce que je suis dans une sandbox, dans un bac à sable pour dire j'essaie d'analyser, oula c'est dangereux, je fais rien. C'est également est-ce que je suis dans un environnement VMware, Citrix, Hyper-V, etc. qui est parfois utilisé. Dans ces cas-là, ils se mettent en sommeil et ils attendent de se retrouver dans un environnement plus propice pour se développer. On a également des malwares que vous téléchargez et pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois, ils ne font rien. Ils sont en stand-by, ils hibernent. Et ils se réveillent au bout d'un moment. Simplement, le développeur va le programmer pour ça. Donc ce que nous, on va faire, c'est tout simplement, le fichier va passer, il part à l'utilisateur. Nous, on prend ici, on fait une agressive capture, donc on va regarder s'il match certaines patterns que l'on connaît ou pas, certains hashing. Si ce n'est pas le cas, on l'envoie en phase 2, et en phase 2, on va le passer dans des instances virtuelles chez nous. Donc différentes machines, ces machines en instance virtuelle vont représenter soit des Windows XP, soit des Windows 7, soit des Windows 2008, on va avoir plusieurs types d'environnements et de machines complètement customisables. Ici à l'intérieur, je vais simuler des comportements humains pour faire croire au malware qu'il est dans un vrai environnement utilisateur. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il fait. Donc ici je copie, si jamais je détecte qu'il y a un problème, ce que je fais dans un premier temps, puisque la machine est infectée, je ne peux pas bloquer la personne pendant 1 heure. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais interdire ce fameux callback, d'aller chercher le reste là-haut. Et je vais l'interdire pour tout le monde. Si jamais un autre utilisateur essaie de télécharger à nouveau ce fichier-là, cette fois-ci il est connu, et je vais être capable tout simplement de le bloquer dès le départ et dire là c'est un malware, attention. Alors, ici, on a pris comme exemple, parce qu'il est assez intéressant, c'est
l'opération Aurora, donc c'est simplement le ver Aurora, comment ils ont attaqué Google et bien d'autres. Donc ça a été développé en 2008, une attaque que Google dit qu'elle vient de Chine. Personne ne sait d'où elle vient, mais elle vient de quelque part. Donc l'idée, ça a été la target d'infecter certaines sociétés donc, qui ont communiqué, qui ont fait des annonces de presse et qui ont été attaquées. La technique utilisée, c'est toujours la même, c'est une faille en 0-day. Donc on héberge un petit morceau de code sur un serveur quelque part. Ici, on a utilisé une faille d'Internet Explorer et toutes les personnes qui se sont connectées se sont fait infecter. Alors ici, dans l'opération Aurora, ce n'était pas une attaque spécialement ciblée pour ces sociétés-là, ça a été une attaque massive. Et c'est pour ça qu'il a été également détecté. Alors, si on regarde comment a été fait vraiment Aurora, et le cycle, c'est en général, et ça commence par là, je cible des serveurs potentiellement où les employés de cette société vont régulièrement se connecter. On a eu une attaque dernièrement sur Bercy, sur l'Elysée, beaucoup plus récemment. Ça a été une attaque de social engineering qui a commencé par Facebook. Alors je recherche tous les employés de cette société-là, je trouve les noms, je regarde s'ils ont des comptes Facebook, je me fais passer pour leur ami. Et je leur envoie des liens. Ils se connectent et téléchargent. Donc ici, ils ont utilisé un exploit. Ils se sont connectés à un serveur dynamique au niveau DNS qui a eu un temps de vie limité, donc ce qui fait que c'est difficile de les trouver. Et ils ont pris un petit exé qu'ils ont encodé, donc impossible de lire. Il n'y avait pas de signature qui était connue. Ça, c'est l'idée au départ, c'est du 0-day. Donc tout simplement, ils ont téléchargé, installé, connecté, et tout simplement, on a fait une porte ouverte pour les attaqueurs vis-à-vis de l'extérieur. Quand on rejoue l'attaque Aurora sur un équipement FireEye, qu'est-ce qu'on voit? Hop, je vois ce fichier-là, ok, aucune signature détectée. Pas de souci. Je continue. Qu'est-ce qu'il a téléchargé? Tiens, un point JPEG, une image. C'est une image qui a été téléchargée. Bon, ok, pourquoi pas. Si je mouline cette image avec les différentes routines, bah, je vois que tout est codé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les décoder. Alors comment on les décode? C'est tout simplement qu'au malware, on lui fait croire qu'il est vraiment sur un poste utilisateur. Donc il se met en route. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le hashing qui a été utilisé. Et après, ça va plus loin, et c'est là que ça devient intéressant, et qu'on peut dire c'est un malware 0-day. C'est que sur l'analyse, qu'est-ce qu'on voit arriver? Je vois le protocole utilisé, c'est du TCP, une adresse IP, un port de destination et un host que je cherche. Pourquoi est-ce qu'un fichier, surtout une image, essaie de monter une connexion TCP sur le port 443 à destination de ce site? C'est étrange. Donc là, on peut dire, ça, c'est un malware qui est en train de s'installer. La solution FireEye se base sur des appliances physiques et va vous protéger de manière sur plusieurs appliances, soit pour le web et ainsi de suite. Donc la première qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la partie web. Donc c'est un appliance qui est en bridge, donc il est en mode coupure de réseau, juste avant le firewall, donc de votre réseau jusqu'au firewall, et tout simplement il est en coupure de réseau. Pour du test, on peut se mettre sur du span port, mais il faut absolument le mettre en coupure de réseau, puisqu'en fait c'est lui qui va couper les fameux callbacks. C'est lui qui va brider et empêcher la transmission à la connexion vers les serveurs distants. Donc lui, il va analyser toute la partie navigation web des utilisateurs. L'autre équipement, c'est la partie mail. Donc elle n'a pas besoin d'être en mode coupure de réseau. Tous les mails qui contiennent des URL, du PDF, des images, des audios, ou encore des documents Microsoft, on va les analyser. Si c'est des URL, on les repasse au web. On a le MAS. Alors le MAS, c'est un autre équipement qui lui va être utile pour deux choses. Un, il est capable de scanner l'ensemble de vos serveurs de stockage. Vous allez le configurer, vous allez dire serveur de stockage, serveur de fichiers 1, 2, 3, 4. Tu me fais des scans réguliers. Donc tous les fichiers qui sont stockés quelque part, on va les analyser, on va vous dire si ils sont dangereux ou pas. L'autre idée, c'est de pouvoir vous donner
une machine sur laquelle vous pouvez uploader des fichiers. Vous avez un fichier, vous n'en êtes pas sûr. Avant de l'exécuter, vous pouvez lui envoyer, vous attendez, on vous donne le résultat, malware ou pas malware. La CMS, qui est un management centralisé de l'ensemble des équipements, et c'est également elle qui permet à la partie mail de dialoguer avec la partie web et de faire tester les URL. Plus toute la partie reporting. On a après le MPC. Le MPC, c'est tout simplement une troisième partie, mais qui est cloud. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va détecter un malware chez vous, on va créer une signature. Cette signature va être envoyée au Cloud FireEye, qu'on appelle le MPC. On va juste lui donner cette signature-là et rien d'autre. Et tous les clients FireEye vont recevoir en permanence les nouvelles signatures. Ce qui fait que si un client a déjà détecté un malware, que celui-ci se présente et qu'on connaît son hashing, on le bloque, on ne va même pas l'analyser, on le bloque directement. Donc c'est vraiment un esprit communautaire pour bloquer le maximum de malware possible. Donc ici, l'intérêt de ça, c'est qu'on est sur des malwares type 0 day, donc pas encore connus, donc plus on peut se protéger rapidement, plus c'est intéressant. Je vous remercie.